Bonjour à tous, donc on va relire la fiche de cours cohésion et dissolution des solides ioniques et moléculaires au niveau premier S. Donc on a vu les choses suivantes. Donc pour les espèces ioniques, donc quant à cohésion, un solide ionique donc est un empilement régulier dans l'espace de cations et d'anions. Donc par exemple ici vous avez la représentation d'un cristal de sel, donc avec ici donc des ions Na+, sodium, et des anions ici chlorure, Cl-. Donc la cohésion est assurée par des interactions électrostatiques entre les ions, donc la loi de Coulomb qu'on va voir ici, de valeur plus grande que les interactions de Van der Waals, qu'on va voir en dessous. Donc au niveau de la loi de Coulomb, quelques rappels. Donc je vous rappelle que dans la loi de Coulomb, vous avez donc deux entités chargées avec une charge QA et une charge QB. Quand les espèces A et B donc, sont de même signe, donc par exemple qu'elles soient toutes les deux positives ou alors toutes les deux négatives, dans ce cas-là, la représentation de la force exercée par A sur B, donc ce sont des forces qui sont répulsives. Les deux charges donc de même signe se repoussent. Ici, quand vous avez des charges qui sont de signe opposé, donc un moins et un plus, peu importe où vous les mettez, dans ce cas-là, donc, vous voyez les représentations des forces, donc des vecteurs, ce sont des forces qui sont dans ce cas-là attractives. Donc l'expression maintenant de la norme de cette force, donc que ce soit la force exercée par A sur B ou alors la force exercée par donc la force exercée par B sur A, pardon, ou alors que c'est égal à la force exercée par A sur B. Donc toutes ces deux forces sont bien sûr en newton, donc de symbole grand N. Donc vous avez une expression K, donc qui est un facteur de proportionnalité qu'on vous donnera toujours, K égale 9 fois 10 puissance 9 newton mètre carré par coulomb au carré. Donc ce fameux facteur K fois le produit donc, de la charge QA fois QB, le tout en valeur absolue. Donc valeur absolue, c'est-à-dire que vous ne prenez que la partie positive, et on divise par la distance au carré. Donc la distance est exprimée en mètres, les charges sont exprimées en coulombs. Le coefficient K, on vous le donnera toujours dans la bonne unité, et vous obtiendrez donc des forces ici en newton. Donc ça, c'est bien l'expression de la valeur ou de la norme de la force. Et là, vous avez les représentations des vecteurs associés donc, à ces forces. Donc ensuite, solution ionique. Donc si un volume V de solution contient une quantité de matière NX d'un ion X, la concentration molaire de cet ion vaut, alors cette concentration, on la note entre crochets. Donc la concentration de l'ion X, c'est donc la quantité de matière, toujours pareil, N sur V. Donc avec la quantité de matière en mol, le volume en litres, et on obtient une concentration donc en mol, litre moins 1, ou alors mol par litre, vous l'écrivez comme vous voulez. Donc au lieu de noter C, dans ce cas-là, pour les ions, on les note entre crochets. Donc si vous voyez quelque part, comme on va le voir après dans la fin de la feuille, concentration de Na+, ça sera marqué, donc ici crochet Na+. Une solution ionique est électriquement neutre, donc la quantité de charge élémentaire positive est égale à la quantité de charge élémentaire négative. Donc c'est super important de comprendre qu'une solution ionique qui contient des ions, donc des cations et des anions, est électriquement neutre. Donc c'est-à-dire que la quantité des charges positives est égale à la quantité de charges négatives. Une solution ionique ne peut pas être chargée, même si elle est composée de charges. Mais elle est composée de charges dans une certaine proportion, de manière à ce qu'au global, la solution soit neutre. Ensuite, pour les espèces moléculaires, donc on va définir la polarité. Alors déjà, on a travaillé sur l'électronégativité. L'électronégativité est une grandeur relative qui traduit l'aptitude d'un atome A à attirer vers lui le doublet d'électrons qu'il associe à l'atome B dans une liaison covalente. Alors, une liaison est polarisée. Donc si ces deux atomes ont des électronégativités différentes. Donc si on vous donne un tableau d'électronégativité, que vous voyez qu'il y a une différence d'électronégativité, dans ce cas-là, vous pouvez affirmer que la liaison elle est polarisée. Alors, elle est caractérisée, donc il manque un E, elle est caractérisée donc, par un moment dipolaire P. Donc, si une liaison est polarisée, donc on lui associe donc un moment dipolaire petit p. Ensuite, une molécule est polaire. Donc, si son moment dipolaire, qui est la somme géométrique des moments dipolaires de toutes ces liaisons, est non nul. Donc, si on reprend électronégativité, donc c'est l'aptitude d'un atome à attirer les électrons. Si vous avez donc deux atomes qui ont des électronégativités différentes, donc la liaison est polarisée. Mais dans une molécule, généralement, il y a beaucoup d'atomes et donc beaucoup de liaisons. Et donc, la liaison, elle est polarisée. Donc, une liaison est polarisée, vous faites apparaître un moment dipolaire, petit p. Et ensuite, si vous faites la somme de tous ces moments dipolaires qu'il y a dans toutes les liaisons, dans ce cas-là, vous pouvez dire, si c'est non nul, que la molécule, elle est polaire. Dans le cas, donc si elle n'est pas polaire, donc elle est apolaire, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la somme de tous les moments dipolaires est nulle.
Donc là, vous avez plusieurs schémas, donc on va les décrire. Donc là, ici, par exemple, vous avez donc la molécule d'eau. Donc ici, vous avez donc un ion. La molécule d'eau, donc avec H, H, O. Donc là, regardez bien, les électronégativités vous montreront qu'en fait, l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que donc l'hydrogène. Donc ce qui fait apparaître dans cette liaison-là un moment dipolaire. Ici, vous avez un autre moment dipolaire dans l'axe donc de la liaison. Donc ici, vous avez une liaison, un moment dipolaire. Une autre liaison, un moment dipolaire. Ils l'ont noté P1, ils l'ont noté P2. Étant donné donc ici que l'oxygène, donc lui, est plus électronégatif, c'est ce qui fait qu'en fait, il y a la présence d'un moment dipolaire. Ensuite, pour le moment dipolaire total de la molécule, eh bien, il faut faire la somme, mais la somme au sens vectoriel. Donc il faut faire P1 plus P2. Et si vous faites P1 vecteur et qu'en arrivant à l'extrémité de P1, vous translatez le vecteur P2, vous allez voir, vous allez arriver ici donc sur le vecteur ici donc qui sera le moment dipolaire de la molécule. On voit bien que ce moment dipolaire de la molécule est non nul. Donc s'il est non nul, on peut affirmer que l'eau ici est une molécule polaire. Donc elle est une molécule polaire parce que l'oxygène, donc si je répète, est beaucoup plus électronégatif que les hydrogènes, ce qui fait apparaître pour chaque liaison un moment dipolaire. Et donc au total pour la molécule, le moment dipolaire de la molécule, il est non nul. Ici, vous avez un autre exemple avec un atome, ici en vert, certainement le chlore. Ici, donc l'hydrogène. Le chlore est plus électronégatif que donc l'hydrogène. Donc il apparaît un moment dipolaire, sauf que cette fois-ci, vous avez donc une seule liaison, et donc le moment dipolaire petit p de la liaison, et le moment dipolaire donc de la molécule. Alors ensuite, sur cette image-là, on vous dit molécule polaire apolaire. Donc si vous n'avez pas de liaison polarisée, donc la molécule elle est apolaire. Donc c'est par exemple toutes les molécules organiques où il n'y a que du C et du H. On y reviendra ensuite, mais en gros les molécules où il n'y a que du C et du H sont très faiblement polarisées. Donc si on considère qu'il n'y a aucune liaison qui est polarisée, on dirait que la molécule est apolaire. Si au moins une liaison est polarisée, deux cas possibles. Donc si G+ et G-, G+, on vous dit que c'est le centre géométrique respectif des charges positives et négatives. Donc si en gros, le centre géométrique des charges plus et des charges moins coïncident, dans ce cas-là, on dira que la molécule est apolaire. Si par contre, le centre ici G+ et le centre G- ne coïncident pas, dans ce cas-là, on dira que la molécule est polaire. En effet, regardez bien, ici, vous avez dans la molécule, donc cette molécule-là, par exemple, elle a des liaisons qui sont polarisées. Elle a au moins une liaison qui est polarisée. Ici, vous avez donc les centres moins qui est ici, et ici, vous avez des centres plus, et ici, le centre plus. Au niveau des distances, on voit bien que les centres G+ et G-, là, vous auriez le centre G-, mais lui, il est plus électronégatif, donc il va attirer plus les électrons par ici. Et ici, le G-, pardon, ici, donc qui est plus électronégatif, et le G+, ici, sont bien dissociés. Donc s'ils sont bien dissociés pour ces deux liaisons, on voit bien qu'ils ne coïncident pas. Donc ça veut dire que la molécule est polaire. Donc ça, c'est un petit organigramme. Si jamais on vous donne les centres géométriques respectifs des charges partielles positives ou négatives, c'est pas forcément le plus simple à comprendre. Mais si on vous donne les moments dipolaires, par contre, un moment dipolaire P1 et un moment dipolaire P2, ici vous avez donc un moment dipolaire qui serait ici total et non nul. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Ensuite, la cohésion donc, des solides moléculaires. Donc, au niveau de la cohésion, les interactions de Van der Waals entre les dipôles, entre les molécules, donc, permettent d'assurer la cohésion des solides et des liquides moléculaires. Dans des cas particuliers, la cohésion est renforcée par des liaisons hydrogènes. Donc, par exemple, ici, on vous donne l'exemple de l'eau. Donc ici, l'eau, HOO, donc on a représenté la liaison covalente. Ici, vous avez O, les liaisons covalentes avec le H et H. La liaison hydrogène est toujours une liaison qui s'établit entre un atome qui est un atome d'oxygène ici, très fortement électronégatif, et un H ici, qui est lui très faiblement électronégatif. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ici, il faut bien imaginer que lui, il est fortement électronégatif, donc il attire les doublés de la liaison ici. Donc en fait, il attire les doublés, ce qui fait qu'en fait, lui, il a un petit manque léger spatial de charge. Et il va se trouver en proximité de l'autre molécule d'eau qui, elle, pareil, l'oxygène ici étant très électronégatif, il va attirer donc ici les électrons de ce doublet-là et de ce doublet-là, ce qui fait qu'il va y avoir sur lui un excès spatial de charge. Donc là, vous avez en gros, si vous voulez,
Donc là, un déficit spatial. Ici, vous avez donc ici sur la molécule voisine, donc vous avez une accumulation et un excès. Donc vous avez donc ce qu'on appelle des interactions type liaison hydrogène. Donc ce sont des interactions à travers l'espace entre deux molécules voisines. Donc retenez bien aussi que les interactions de Van der Waals sont des interactions entre les dipôles. Alors la polarité d'un solvant. Donc une solution est obtenue par dissolution d'un soluté. Donc ça c'est des rappels de seconde qui est ionique ou moléculaire. Donc dans un solvant, une solution contenant des ions conduit le courant électrique, c'est une solution électrolytique. Donc en fait ce n'est pas les électrons qui vont dans l'eau, c'est les ions qui bougent pour assurer donc le mouvement des charges. Un solvant constitué de molécules polaires est un solvant qu'on dira polaire. Un solvant constitué de molécules apolaires est un solvant qu'on dira apolaire. Les solvants dont les molécules ne comportent que des atomes que des atomes donc de carbone et d'hydrogène donc sont apolaires. Donc c'est-à-dire ici que par exemple toutes les molécules organiques, donc on va considérer qu'elles sont donc les solvants qui ne contiennent que des molécules organiques sont apolaires, puisque en gros ça vient du fait que les atomes de carbone et d'hydrogène donc ont des électronégativités qui sont très proches, donc ce qui veut dire que les liaisons CH sont très faiblement polarisées. Donc on considère qu'elles ne le sont pas et donc les molécules sont apolaires comme on l'a expliqué au-dessus. Ensuite, pour la dissolution dans un solvant. Donc un solide ionique peut se dissoudre uniquement dans un solvant polaire qui jouera un rôle dans la séparation puis la solvatation. Donc on appelle hydratation dans le cas de l'eau, parce que l'eau est le solvant. Et enfin la dispersion du solide ionique dans la solution. Dans l'eau, chaque ion s'entoure de molécules d'eau. Les ions sont dispersés en solution et dissolvatés. Donc là, on vous a mis quelques images, donc une qui était dans votre livre, celle-là, et celle qui était dans un autre manuel. Donc là, vous avez par exemple un ion. Donc on peut alors dans ce cas-là écrire une équation de dissolution. Donc là, c'est la dissolution du sel. Donc là, vous voyez que dans le sel, quand vous mettez du sel qui est solide, vous allez former, donc par dissolution, des ions Na+, AQ. Alors on met AQ pour dire que l'ion Na+, ici, il est solvaté et entouré de molécules d'eau. Plus un ion Cl-, un ion chlorure, donc qui lui aussi marqué avec parenthèse AQ pour dire qu'il est en milieu aqueux, donc solvaté. Autour de lui, il y a plein de molécules d'eau. Donc là, sur cette image-là, on vous a représenté donc l'anion, ici, chlorure, le cation Na+, avec plein de molécules d'eau autour. Donc il y a bien cette image-là. Quand vous faites la dissolution du sel, vous mettez un solide dans de l'eau. Il va bien entendu se former des ions, mais ces ions sont toujours solvatés, c'est-à-dire accompagnés et entourés de molécules d'eau. Donc là, c'est pour, par exemple, le sel. Et si vous avez ici le chlorure de cobalt, donc pareil, chaque ion va être solvaté, donc accompagné et entouré de molécules d'eau. Par contre, cette fois-ci, il faut bien assurer la conservation donc, des éléments et des charges. C'est une réaction chimique classique comme on l'a vu en seconde. Donc ici, l'équation de dissolution donne CoCl2, le solidité ionique, va donner un ion cobalt, CO2+, aqueux, entouré de molécules d'eau, plus 2 ions chlorure, donc en milieu aqueux aussi. Donc il faut bien respecter donc, la conservation des charges. Le composé ici étant neutre, il doit y avoir une compensation entre les charges positives. Ici, il y en a 2 plus. Si vous ne mettez que un ion Cl-, il y aura une charge moins. Donc ça ne peut pas être possible dans une solution. On a dit qu'une solution ionique était électriquement neutre. Si elle est électriquement neutre, elle a autant de charges positives que de charges négatives. Donc c'est pour ça que ici, quand vous faites la dissolution, regardez bien, CoCl2, on forme, donc quand on dissout une mole de CoCl2, on forme une mole de CO2+, d'ion CO2+, et 2 moles d'ion Cl-. C'est très important de bien comprendre ici qu'en fait, j'ai bien mis en rouge, le 2 qui est ici, vient ici pour le 2 pour la conservation des charges. Ensuite, les espèces moléculaires. Donc, les composés moléculaires polaires sont généralement solubles dans les solvants polaires. Donc, retenez que, en gros, pour dissoudre une espèce moléculaire, si la molécule est polaire, généralement, on arrivera à la dissoudre dans un solvant polaire. Donc, quand je dis généralement, c'est soluble en grande proportion. Les composés qui sont moléculaires apolaires sont généralement solubles dans les solvants apolaires. Alors ça s'explique assez facilement donc il y a, dans les molécules polaires. Donc il y a des interactions de Van der Waals, des interactions et des liaisons hydrogènes qui font que, en gros, c'est pour ça que les molécules polaires préfèrent les solvants polaires, car en gros il y a des interactions qui sont beaucoup plus fortes entre le solvant et les molécules.
Et les molécules apolaires sont généralement solubles donc avec les solvants apolaires. Alors il y a une manière assez simple de retenir ça, c'est qu'en gros ce qui se ressemble s'assemble. Donc c'est que en gros ce qui est des molécules qui sont polaires vont aller dans des solvants polaires majoritairement et des molécules apolaires vont aller dans des solvants apolaires. Ce que je rappelle ici, c'est que la solubilité d'un solvant polaire dans un la solubilité d'un soluté polaire dans un solvant polaire est favorisée donc par les liaisons d'hydrogène. Plus il y a de liaisons d'hydrogène possibles, donc plus le soluté est soluble dans le solvant. Ensuite, au niveau des concentrations, donc regardez bien les notations, comme je vous en parlais au-dessus. Donc là, on a repris la dissolution donc, de CoCl2 dans l'eau, donc on forme ici CO2+, plus 2, Cl-. Donc la concentration en soluté apportée, c'est ce qu'on appelle donc CS, donc C pour concentration, S pour soluté, donc c'est toujours la quantité de matière divisée par le volume de la solution, avec les formules classiques vues en seconde, petit n égale petit m sur grand M. Donc on vous rappelle les unités, la quantité de matière est bien en mol, le volume est bien en litres, la concentration en mol par litre, la masse en grammes, attention en chimie, et la masse molaire en grammes par mol. Au niveau des concentrations, la concentration, regardez bien, là on l'a noté entre crochets, donc c'est la concentration d'un ion, l'ion cobalt. Donc là quand je lis ça, je lis la concentration des ions, donc CO2+. Donc maintenant il ne faudra plus mettre de lettre C, on mettra entre crochets CO2+. Donc c'est N sur V, donc la quantité de matière d'ion cobalt divisée par le volume. Donc ici, on a fait des tableaux d'avancement pour montrer qu'en fait ici, si vous faites un tableau d'avancement, regardez les activités. La quantité de matière ici d'ion cobalt qui se forme, c'est la quantité de matière de soluté qu'on a introduit. Donc c'est pour ça que la concentration en ion CO2+, dans ce cas-là, est égale à la concentration en soluté apportée. Alors regardez bien, écoutez bien ce que je vais dire quand je lis cette phrase-là. Donc quand on lit cette phrase-là, il faut la comprendre comme une mole de CoCl2 se dissout dans l'eau pour former une mole, il y a 1 ici par défaut quand il n'y a rien, une mole de CO, donc CO2+, plus 2 moles d'ion chlorure. Donc j'ai bien dit 2 moles, 1 mole et 1 mole. Donc c'est pour ça que ici le N2CO2+, qui s'est formé, c'est bien la quantité de matière de soluté que j'ai apportée. Ensuite, pour la concentration en ion Cl-, c'est toujours N de Cl- divisé par le volume. Et si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, j'ai accentué donc que le N de Cl- qui s'est formé, donc c'est le double de la quantité de soluté que j'ai apportée. Donc c'est pour ça que à la fin, on retrouve Ns sur V, et donc on trouve 2 fois la concentration en soluté apportée. Donc faites bien attention, quand il y a des solutés ioniques qui n'ont pas des coefficients stoichiométriques 1 et 1, ça fait apparaître des coefficients dans la dissolution, et ça veut dire que donc en gros les ions n'ont pas toujours la même concentration que celle dans soluté apportée, donc vous ne faites pas avoir là-dessus. Enfin, dernière chose, les effets thermiques à l'échelle microscopique. Lors du chauffage, l'énergie thermique apportée à un corps pur moléculaire donc, peut conduire à une élévation de température avec rupture d'interaction intermoléculaire et accroissement de l'agitation entre molécules. En effet, plus on chauffe, plus on va créer du mouvement, et donc plus on va essayer, plus en gros les molécules au sein d'un liquide par exemple vont pouvoir donc s'espacer. Donc plus elles sont espacées, plus les interactions qu'on a vues, liaison hydrogène, liaison de Van der Waals, qui sont des interactions spatiales, donc vont devenir plus faibles. Et donc on va avoir un accroissement de l'agitation. Ou alors, on peut provoquer un changement d'état avec seulement rupture d'interaction intermoléculaire, la température restant donc alors constante. Donc ça, c'est les changements d'état que vous avez déjà vus au collège et qu'on verra par la suite. Donc voilà, j'espère que la relecture de cette fiche de cours vous sera utile.